Cette semaine enquête, Vito Rizzuto, arbitre dans un conflit sur la vente d'un terrain pour la construction d'une résidence pour personnes âgées. A couple of other times he asked me if I could meet him at the cantina, and it was because other people owed money to some people. Aucune connaissance de lien que lui avait avec la mafia. Et la poudrière que constituent nos prisons. Tu peux être 15 couchés là-dedans, un côté de l'autre à terre. Hey, c'est trop de monde, là. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous aussi. Ils urinent et défèquent devant l'autre. Ils sont forcés de vivre ensemble. Nous, on ne considère pas que ça brime leur intimité parce que dans les faits, ils sont dans un établissement de détention. Bienvenue à Enquête. On le sait maintenant, la mafia gangrène depuis des années l'administration municipale de Montréal. Mais on constate aussi qu'elle a pris beaucoup de place dans l'économie légale, notamment dans le secteur immobilier. Nous vous présentons un cas ce soir où le parrain de la mafia a eu son mot à dire sur un terrain où on a fini par construire une résidence pour personnes âgées. Tout ça s'est déroulé dans l'arrondissement du maire Applebaum. Enquête sur un dossier qui intéresse la commission Charbonneau. Le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans l'ouest de Montréal, un quartier résidentiel prisé par ses citoyens. Ici, les terrains à développer sont rares et chers. On appelait ça le terrain de l'orphelinat. Et ça, c'était le terrain, c'est là où on voulait construire le ferme à prix. On voulait le construire exactement là où la rue Descaries croise Côte-Saint-Luc. Cette parcelle de terrain a été au centre d'une lutte épique entre plusieurs acteurs. Michael Applebaum, qui dirigeait l'arrondissement, y voyait un hôtel de ville. Deux promoteurs liés à la mafia se sont disputés pour l'obtenir. Le parrain a même dû intervenir. He tried to make me go part of the city. On that land? On that land, yes, no, I don't like the guy. Comme dans un mauvais film, le dénouement autour de ce terrain sera tragique. Lila Lee sera sauvagement agressé dans les bureaux de son compétiteur quelques années plus tard. The guys put guns in my head and all that. L'orphelinat catholique sur Descaries existe depuis 1916, mais notre histoire de terrain commence en 2002. La fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce est propriétaire d'un grand quadrilatère à l'ouest de Descaries, au sud du chemin Côte-Saint-Luc. Elle met en vente le terrain autour de l'orphelinat. Le zonage est institutionnel, interdit d'y implanter un commerce. La valeur du terrain est donc limitée, surtout que tout nouvel édifice ne pourra avoir plus de 2 étages. En général, les promoteurs immobiliers ne font pas du développement institutionnel. Pourtant, les terrains de l'orphelinat vont rapidement susciter la convoitise. Dès leur mise en vente, un premier promoteur offre le prix demandé, 1 750 000 $. Derrière ce promoteur se profilait l'ombre de Tony Maggi. Je suis content, puis Montréal va être contente avec le projet quand c'est fini. Tony Maggi, c'est l'homme d'affaires qui a emprunté de l'argent à Vito Rizzuto pour transformer le mille de la commune. Un homme dont le nom est associé à la mafia dans l'opération Colisée. Il n'est pas un inconnu dans Notre-Dame-de-Grâce. Il a fait de nombreux projets controversés dans le quartier. Michael Applebaum dirigeait alors l'arrondissement. Dans toutes ces années, ça a été un homme d'affaires qui faisait souvent des mauvais projets, mais c'était quelqu'un qui était reconnu dans le quartier comme un homme d'affaires. L'offre du groupe de Tony Maggi sur les terrains de l'orphelinat est conditionnelle à l'obtention d'un changement de zonage. Mais une deuxième offre, sans condition et plus généreuse, à 1 850 000 $ est déposée par l'entrepreneur Lila Lee, un rival de Maggi. Ça se voit pas beaucoup, à moins que le promoteur ait de très bonnes raisons de penser qu'il pourra faire beaucoup d'argent sur le projet. Lila Lee a-t-il eu de l'information privilégiée? Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue à la caméra, mais il a accepté de s'expliquer à ses bureaux et au téléphone. Oui, la raison, je l'avais acheté en haut, là, parce que j'avais attendu Michael Applebaum, il m'avait dit qu'il allait aller chercher une place pour les autres. Pour l'hôtel de ville? Pour l'hôtel de ville. Vous avez jamais dit à Lila Lee qu'il y avait un projet d'hôtel de ville là?
regarde, peut-être en passant, qu'il dit, regarde, on a ce terrain-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais encore, c'est les services qui jugent, qui décident, qui font les analyses. Un élu qui dit, avant une transaction, à un promoteur, que si tu achètes, on serait peut-être intéressé à construire un hôtel de ville en PPP, donc en location, ça peut ressembler à de l'information privilégiée. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai donné jamais aucune information privilégiée à aucune personne concernant qu'est-ce que la ville va faire. M. Lally est impliqué dans le financement d'Union Montréal. C'est lui qui a organisé la soirée au restaurant La Cantina, propriété d'un proche des Régiteaux. Le jour même où le Devoir révélait la présence de M. Applebaum à ce souper, le maire s'est défendu. Je ne suis pas achetable. Je suis allé à un événement légal où il y avait le parti politique de Union Montréal qui était obligé de respecter toutes les lois. I did the supper, I think, there myself. Mais Michael and Gerald, they didn't know where they were going. Vous avez rencontré combien de fois M. Lally dans votre vie? Oh, regarde, je peux pas compter le nombre de... Regarde, une douzaine de fois que je lui vois ou que je lui parlais. Cette soirée à la Cantina se déroule en août 2003, à peine 2 mois avant que Lally devienne propriétaire des terrains de l'orphelinat. Lors de la transaction, les terrains sont scindés en deux. Le premier, payé 1 800 000 $ est revendu 6 jours plus tard, 2 millions à l'Église des Mormons. Un temple pourra y être construit grâce à un premier changement de zonage obtenu par les Lally avant même qu'il ne soit propriétaire. Mais c'est le deuxième terrain, coin Côte-Saint-Luc et Descaries, qui intéresse le plus Lally. Les documents notariés démontrent qu'il l'a acheté personnellement au prix très bas de 50 000 $. Le terrain, il est intéressant si, par exemple, on construit un hôtel de ville, il n'y a pas besoin de changement de zonage. Vous le saviez, ça? On vous l'avait dit qu'on voulait construire un hôtel de ville. They told me they had interest. They asked me if it would be possible that they were looking to save money. It was not convenient for them where they were. And I said, okay, I might buy it. And I was almost sure that, you know, I could convince la ville to rent from me. Mais ça n'a pas donné. Finalement, le projet d'hôtel de ville a été abandonné. Lally demande alors un deuxième changement de zonage pour développer un nouveau projet, une pharmacie. I went to the city with this and said, listen, I have a possibility to do a pharmacy if you give me a zoning change. They thought it was a good idea. Who doesn't want a pharmacy? Les gens du quartier s'y opposaient parce qu'ils craignaient beaucoup plus de circulation. Rapidement, le projet provoque des remous dans le quartier. Malgré tout, le maire Applebaum le défend aux grandes dames des citoyens. Moi, j'avais demandé en conseil, je dis, écoutez, c'est évident, M. Applebaum, que les gens du quartier n'en veulent pas. Alors, pourquoi ne pas tout simplement le laisser tomber? Non, le projet il est annoncé, il est avancé, puis il va se faire. Malgré l'appui de M. Applebaum, les fonctionnaires de la ville émettent plusieurs réserves sur le projet, notamment l'usage commercial, l'affichage et la hauteur. Mais le 1er août 2005, le maire Applebaum fait adopter le projet avec de multiples dérogations au zonage en vigueur. Les élus ne vont pas souvent à l'encontre de l'avis de leurs professionnels parce qu'ils leur font confiance d'une certaine manière dans leurs analyses et parce qu'ils savent qu'aller à l'encontre, c'est souvent s'exposer à une réaction de la population. Les gens ont décidé qu'on peut s'organiser et puis se mettre ensemble et puis essayer d'agir sur un référendum pour ne pas avoir ce fameux ferme-prix. Les signatures sont si nombreuses que le conseil d'arrondissement recule et rejette finalement le projet de pharmacie. Dans notre esprit, si on n'avait pas de pharmacie, on était rendu au paradis, on a réussi notre affaire. On n'a pas été assez fin pour penser, s'il n'y a pas de pharmacie là, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? La bataille sur le terrain du vieil orphelinat ne faisait que commencer.
Après la pause, Lee Lally a une autre carte cachée. If you ask me today, did you know Nicky Rizzuto? Do you know Vito? Yes, I was raised with those guys. Automne 2005, le projet de pharmacie est abandonné. Mais le pire est à venir. Un autre changement de zonage est déposé à partir du nouveau plan d'urbanisme de la ville. Il permettrait la construction d'un édifice pouvant aller jusqu'à 12 étages, beaucoup plus gros que la pharmacie. Le comité d'urbanisme va bien tenter de limiter la hauteur maximale dans le secteur de l'orphelinat à 4 étages. Mais un avis du directeur de l'aménagement urbain, Jean-Yves Bisson, un ami de Lally, va torpiller cette recommandation et le conseil va permettre un 12 étages. C'est le 3e vote de l'arrondissement en faveur d'un changement de zonage sur les terrains de l'orphelinat. C'est un ami, M. Lally. Non, M. Lally, c'est un entrepreneur, là. Aujourd'hui à la retraite, Jean-Yves Bisson est sous enquête du contrôleur de Montréal, notamment pour avoir emprunté 20 000 $ sans intérêt à Lee Lally. Avec le changement de zonage, la valeur du terrain monte en flèche. En février 2006, Lee Lally le revend 1 500 000 $. C'est 30 fois plus cher que ce qu'il avait payé. Il finance même l'acheteur en lui prêtant, sans intérêt, 1 million de $. Puis, 1 an et demi plus tard, ce même terrain est revendu 4 500 000 $. On y a construit cette résidence pour personnes âgées de 12 étages. Récapitulons. Après les modifications de zonage, une parcelle de terrain payée 50 000 $ est revendue 4 ans plus tard, près de 100 fois plus cher. Mais plus troublant encore, nous avons découvert que Lee Lally n'a pas que ses entrées dans l'arrondissement. Il les a aussi dans la mafia. If you ask me today, did you know Nicky Rizzuto? Do you know Vito? Yes, I was raised with those guys. Retournons en 2003, alors que Lee Lally et Tony Maggi se disputent les terrains de l'orphelinat. Vito Rizzuto les convoque, encore une fois à la cantina. Les trois se réunissent en compagnie du copropriétaire du restaurant. Vito asked me, Tony would like to go partners with me. I said no. Donc Tony Maggi voulait être associé à vous dans le terrain. Oui, okay. Et cette fois-là, Vito savait que je supportais le maire Gérald Tremblay. Puis j'ai dit, regarde, je suis un homme honnête. Je veux pas I don't want to be implicated with this guy. He's a bad guy. Les mots exactement de Vito, dans sa bouche, c'est égal. Il dit, Tony, je comprends lui. He has political contacts. He's an honest guy. He doesn't want to be involved with you. Puis c'est fini là. That's it, that's all. A couple of other times he asked me if I could meet him at the cantina, and it was because other people owed money to some people. He would tell me, you know this guy, Lee Gadlo, go see this guy here, if you know him good, he fucked this guy for this amount of money. Got sort of contract, black and white. Quand tu rends service à Vito Rizzuto, tu deviens un facilitateur. Et le jour où Vito Rizzuto a besoin d'un service, il va te le demander, puis tu n'auras pas beaucoup de choix de répondre à sa demande. Pourquoi the people they say that Vito had some, he had a good personality and he was a charismatic person. He always tried to do things à l'amiable, in a nice way. Like, violence was the last resort. Okay? Pendant les années qui ont suivi, le parrain a été extradé aux États-Unis. Tony Maggi connaît sa part de difficultés. Il fait faillite, il est kidnappé puis relâché en 2005 et il a été la cible d'une tentative d'assassinat en 2008. Maggi n'aurait jamais digéré d'avoir été écarté du projet des terrains de l'orphelinat. Maggi considère que vous lui avez volé son terrain et c'est là qu'ils sont venus vous chercher. C'est quand même plusieurs années plus tard. They didn't come to get me, they came here to collect money. Le 1er avril 2009, Lee Lally est sommé de se rendre au bureau de Tony Maggi. Là-bas, Tony Maggi lui réclame 1,5 million de $. Un des hommes de main de Maggi menace alors de mort M. Lally en lui pointant le canon d'un revolver sur la tête. Puis il a ensuite commencé à frapper M. Lally de plusieurs coups de pied au visage. On l'a par la suite laissé quitter les lieux. M. Lally a subi plusieurs fractures au visage.
I have to presume it was for that land because I don't know the guy money and I never did nothing to the guy. Dans le milieu de la mafia, on n'oublie jamais, là, tu sais. C'est sûr que un jour ou l'autre, c'est possible que tu t'aies à payer pour la dette que tu avais. L'Eulalie rejette l'idée qu'il soit responsable de ses propres malheurs en laissant Vito Rizzuto intervenir dans le dossier des terrains de l'orphelinat. Vito Rizzuto a demandé à l'Eulalie de s'associer avec Tony Maggi sur ce terrain-là en 2003. Est-ce que vous êtes au courant? Non, pas du tout. Jamais la police vous en a parlé? Non, jamais, jamais. Rien ne prouve que l'actuel maire de Montréal connaissait les liens entre l'Eulalie et des membres du crime organisé. Mais on constate que des entrepreneurs liés à la mafia avaient leurs entrées dans son arrondissement. L'unité permanente anticorruption enquête sur cette histoire de terrain. On a une tradition à Montréal de discussion à la pièce sur les projets de développement. Et je pense que ce qui se passe en ce moment à la Commission Charbonneau, etc., plaide pour une plus grande prudence à certains égards. La saga des terrains achetés par l'Eulalie s'est finalement terminée en 2009 avec la construction de la résidence pour personnes âgées de 12 étages. Un édifice tellement imposant qu'on a peine à voir aujourd'hui un des beaux bâtiments de Notre-Dame-de-Grâce, le vieil orphelinat catholique. Après la pause, incursion dans le monde carcéral. Dans les 5 dernières années, on parle d'une moyenne de 15 événements de violence grave. C'est pas la réalité. Ça me fait sourire. Il se passe plus d'événements que ça dans une semaine. Avec la surpopulation carcérale, la situation est explosive dans nos prisons. Les détenus sont devenus des campeurs en prison. Certains couchent et mangent par terre. 2 émeutes ont éclaté le mois dernier dans des prisons provinciales. Mais on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Il est difficile de se faire une idée précise de la situation dans les prisons provinciales puisqu'on refuse de nous montrer l'état des lieux. Enquête sur ce que le ministère de la Sécurité publique ne veut pas que vous voyiez. La norme, c'est tant qu'il en rentre. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous aussi. Le bullpen, le thème vient des cowboys, là, où ils entassent les bœufs, ils entassent du monde là-dedans, là, en attendant qu'ils soient process. Il y a 2 détenus dans une cellule, conçue pour une personne. Pas plus grande qu'une salle de bain. Les prisons qui débordent, c'est une bombe à retardement. On était 4 ou 5 qui savaient pas où nous mettre, qui nous ont mis au trou. On doit gérer ça localement. Le matelas au sol, comme vous dites, on peut être placé soit dans une cellule, soit dans un gymnase ou dans d'autres lieux. Si les Canadiens savaient ce qui se passe dans nos prisons, ils seraient beaucoup moins favorables à cette institution. Visite à Bordeaux, c'est le 100e anniversaire. On laisse entrer nos caméras, mais il n'y a pas grand-chose à filmer. Les prisonniers sont cachés, les secteurs vidés. C'est ce que le ministère de la Sécurité publique accepte que vous voyez. En fait, il refuse de vous montrer l'état réel de nos prisons provinciales. Pour le faire, nous envoyons des caméras cachées dans 4 centres de détention. Nous découvrons alors le vrai visage de la surpopulation carcérale. Mais ces images ne disent pas tout. Elles ne disent pas comment on se sent entassé entre 4 murs, ni le danger de travailler dans ces conditions. Cet homme que nous appellerons Jacques était travailleur autonome. Il avait de moins en moins de contrats, de plus en plus de dettes. Il s'implique dans un réseau de fabrication de comprimés de drogue de synthèse. Je faisais pas le produit, je suis pas chimiste. On m'avait fourni une machine, puis de la poudre, puis il fallait que je presse des pilules. Qu'est-ce que ça allait vous rapporter beaucoup? 5 cents de la pilule. J'ai jamais fait une scène avec ça, en réalité.
1 mois après, la police démantèle le laboratoire clandestin. Jacques est arrêté. Ce sera la première fois qu'il mettra les pieds en prison. Aujourd'hui, en libération conditionnelle, son souvenir de l'univers carcéral le hante. Excusez, là. C'est pas un petit moment, voulez-vous... Je sais pas, ça m'a ressauté dans la face, là. On essaye d'enlever ça, puis... Là, vous voyez les images? Ouais, je vois les images. Quand il arrive à la prison de Saint-Jérôme, où il sera incarcéré en attendant son procès, il n'y a pas de cellule pour lui. C'est le statut de campeur. T'es en camping dans la prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, t'arrives, là, tu t'en vas dans une aile, une des ailes, mais t'as pas de cellule. Fait que tu passes la journée là, puis le soir, quand ça va être le couvre-feu, ils te redescendent dans le bullpen. Fait que là, tu peux être 15 couchés là-dedans, un côté de l'autre à terre. Ben, c'est un petit matelas, mais t'es à terre pareil, là, un à côté de l'autre. Cet agent correctionnel, que nous appellerons Luc, témoigne sous le couvert de l'anonymat, parce qu'il lui est interdit de parler aux médias. La norme, c'est tant qu'il en rentre. On s'obstine avec l'employeur pour dire « Hey, c'est trop de monde, là. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous aussi. » Oui, les matelas rentrent. Est-ce que c'est logique d'en avoir autant? C'est ça la question. Les gens qui couchent là, faut penser qu'ils vont vivre là le jour. S'il y a 15 personnes dans un secteur donné, peut-être qu'ils rentrent couchés. Mais là, il n'y a même pas de table. Faut qu'ils attendent ou qu'ils mangent à terre. Les 18 prisons provinciales du Québec sont un véritable déversoir. On y emprisonne les détenus qui purgent une peine de moins de 2 ans et tous ceux qui sont incarcérés en attendant leur procès. Des 4800 prisonniers, 600 n'ont pas de cellule. Un casse-tête quotidien. Pensez-y. On a besoin de plus d'espace, mais on n'agrandit pas les bâtisses par l'extérieur. Faut agrandir par en dedans. Agrandir par en dedans, ça veut dire ajouter un lit dans une cellule de 6 mètres carrés. Un lit installé à quelques pouces du plafond ou un matelas au sol. La double occupation, qui devait être une mesure temporaire il y a 20 ans, est devenue la norme. Le gouvernement est incapable de nous dire combien de détenus doivent partager leurs cellules. Le plus difficile, c'est qu'ils couchent sur un matelas de 3 pouces d'épais, la face la moitié dans la toilette, et les pieds avec quand même pas trop d'espace. Vous êtes un homme incarcéré, vous êtes dans une place avec un volume d'air quand même respectable, puis il y a 20 nouveaux qui arrivent. Ça sent la transpiration puis l'urine. On va se dire les vraies choses. C'est particulier, l'odeur d'une prison. On retrouve pas ça ailleurs. Ça sent l'homme. Il y a une atmosphère de violence là, qui est latente, qui est comme là, sans qu'elle se concrétise en coup de poing. Là. C'est comme toujours là, tu sais. L'agressivité émane de moins de patience. Quand vous êtes confronté à vivre avec 30 gars, en fait, la cellule serait un moment de répit, ça serait votre isoloir, votre univers à vous. Je tire la plug, je suis écœuré de les voir. Ben là, il n'y a pas possibilité de le faire. La cellule, vous n'êtes pas tout seul dedans. S'isoler, c'est impossible. Ces gens-là accumulent, puis quand la soupape éclate, c'est constant, ils se mettent à chamailler, à se frapper l'un l'autre. Ça va de la bousculade au coup de poing à tentative de meurtre. Régulièrement. Régulièrement, oui. La tension est palpable, la violence omniprésente. Mais le ministère soutient qu'il contrôle la situation, que tout le monde est en sécurité et il reproche aux médias d'exagérer la situation. C'est ce qui est ventilé, entre autres, là, dans les médias et ailleurs. Mais nous, vraiment, dans les chiffres qu'on a, par exemple, là, dans les 5 dernières années, on parle d'une moyenne de 15 événements de violence graves qui sont arrivés dans nos établissements. C'est pas la réalité, ça me fait sourire.
Il se passe plus d'événements que ça dans une semaine. Il faut dire qu'il existe, entre les murs, un code non écrit. Personne ne dénonce personne. Il y a un gars qui s'est fait étrangler dans sa cellule, il a été réanimé, puis la personne n'a pas porté plainte. C'est quand même pas une claque à la gueule. Jacques a été témoin de nombreux actes de violence. Dans une des nombreuses fois où j'ai couché dans le volcan, il y en a un qui a tenté de se suicider, s'est pendu avec une couverture après un morceau. C'est assez traumatisant de voir quelqu'un qui est étranglé. Là. Des événements comme ça, c'est courant. Évidemment, il n'en parle pas, mais c'est courant. Puis c'est certainement en partie à cause de la surpopulation. Là. Quand tu es traité comme un animal, là, ça aide pas à la condition mentale. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir avec autant de monde que ça? Il faut prendre des moyens alternatifs, comme le poivre de Cayenne ou encore les gaz lacrymogènes. On n'a pas le choix. Des escouades d'intervention d'urgence ont même été mises sur pied il y a 3 ans pour contenir la violence créée par la surpopulation. Pour éviter l'escalade, on a aussi recours au transfert. La première solution à la surpopulation, c'est de voyager le monde. À la blague, on appelle ça le tourisme carcéral. Chaque jour de la semaine, il y a une prison mobile. Il y a environ 250 incarcérés sur les routes. T'es transféré parce que t'es transférable. Pendant les 5 mois où il attend sa sentence, Jacques est transféré 10 fois à l'intérieur de la même prison et 4 fois dans d'autres centres de détention. Je faisais pas partie d'un gang de rue. Eux autres sont pas transférables. Ils les laissent en gang de rue, chacun dans leur wing, puis... Je suis pas dans la mafia, je suis pas dans les Hells Angels. Donc, je suis transférable. Je fais partie de ceux qu'on promène d'une prison à une autre. On va dire qu'il y a 120 numéros de dossiers qui appartiennent à cette prison-là, mais j'ai juste une capacité de 100. Il y en a 20 que je suis pas capable de les coucher, ces gens-là. Faut que je les envoie quelque part. Je choisis d'envoyer les 20 que leurs dates pour revenir en cours sont les plus éloignées. Je les envoie ailleurs au Québec, où il y a de la place. Le lendemain, on fait l'inverse. On fait des transferts tous les jours au Québec. C'est comme ça. Il y a des millions qui vont là-dedans. Ça, c'est arrivé un nombre de fois assez hallucinant. C'est déstabilisant, c'est de toujours se faire fouiller à nu en partant de Saint-Jérôme, en arrivant à Bordeaux, en partant de Bordeaux, en arrivant à Saint-Jérôme. Fait que là, en 3 jours, tu t'es fait fouiller à nu 4 fois. Ça devient assez... c'est un animal. Et les transports, t'es menotté et enchaîné au pied. Chaque secteur de prison devrait accueillir des personnes qui ont le même profil criminel. La double occupation, c'est une réalité au service correctionnel. Nous, on ne considère pas que ça brime leur intimité parce que dans les faits, ils sont dans un établissement de détention, ils sont dans un secteur de vie, donc ils côtoient des gens. Nous, ce qui est important, c'est de s'assurer que dans leurs conditions d'incarcération, on fait en sorte qu'ils soient classés de façon sécuritaire, donc dans des lieux qui sont appropriés par rapport à leur profil. Pourtant, dans ses nombreux déplacements, Jacques s'est retrouvé avec des gangs de rue, des motards et même des protecs, des déviants sexuels. Il y a un corridor pour les pédophiles et compagnie. Puis j'avais été mis là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Puis quand je suis retourné, mettons, dans un corridor normal, entre guillemets, j'étais identifié comme étant pédophile. Puis il y en a qui avaient décidé de me tuer. Mais heureusement, il y avait un autre gars-là qui m'avait connu à Saint-Jérôme, puis il savait que j'étais pas là pour un crime sexuel, puis il a arrangé ça, tu sais. Il dit « Hey, vous vous trompez, blablabla. » Mais j'aurais pu très bien me faire tuer.
Jacques n'est pas une exception. À cause du manque de place, le classement ne serait pas toujours respecté. Non, mais il y a quand même quelqu'un qui regarde le dossier criminel de la personne. Non, pas du tout, madame, pas du tout. Aucunement. Pensez-vous qu'ils ont le temps de faire ça? Jamais de la vie, jamais. Ben, est-ce que ça veut dire que le voleur d'auto peut se retrouver avec le meurtrier? Ben oui, ça arrive souvent. Dans la même cellule? Ben oui. La conseillère en milieu carcéral de Jacques décrit, dans une lettre à la Cour, les conditions de détention qu'il a subies. Il a été mêlé à une situation où on s'est vu attribuer une place dans un secteur où sont classés des membres de gangs de rue. Il a eu à faire face à un codétenu belliqueux. Il a fait l'objet d'un transfert pour motif de surpopulation. Il a subi à nouveau une fouille à nu. Quand ils entendent des histoires semblables, certains juges réduisent la peine de prévenu pour compenser des conditions carcérales pénibles. C'est ce qu'a fait le juge Paul Chevalier de la Cour du Québec dans le cas de Jacques. La façon que je qualifie de scandaleuse et d'inhumaine dont vous avez été traité pendant tous ces mois-là justifie que le tribunal considère qu'ils doivent vous faire créditer du maximum qu'il peut vous faire créditer, à savoir une journée, c'est-à-dire une journée et demie par journée de détention. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Jacques est condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Il est transféré dans un pénitencier fédéral. Après la pause, la situation dans les pénitenciers fédéraux se dégrade malgré les apparences. Il y a 2 détenus dans une cellule conçue pour une personne et pas plus grande qu'une salle de bain. The size of an average household washroom. Peux-tu parler? Oui, je sais, monsieur le juge. Je n'aurai pas assez de mots pour réfléchir à mon affaire et tout ce que je vous demande, monsieur le juge. 2 plus 1. Merci. 2 plus 1. Dans la série Unité 9, Shandy supplie le juge de lui donner une peine de plus de 2 ans. Parce qu'une sentence de plus de 2 ans, c'est un ticket pour un pénitencier fédéral. C'est un secret de polichinelle que les conditions carcérales sont meilleures au fédéral qu'au provincial. Service correctionnel du Canada accepte nos caméras pour nous le montrer. On passera 2 heures à l'intérieur des murs. Le tournage sera contrôlé du début à la fin. La direction choisit les cellules que nous sommes autorisés à filmer. Une cellule simple, une autre à occupation double. Les lits sont faits, rien ne dépasse. Puis, on nous montre une cellule double plus grande que la norme. Pas très représentative, puisque seulement 3% des cellules dans les pénitenciers fédéraux du Québec sont aussi spacieuses. Le nombre de détenus qui doivent partager une cellule a presque doublé en 5 ans dans les pénitenciers fédéraux. Au Québec comme ailleurs, c'est 2300 détenus de trop pour les capacités. So these are places originally designed for one person. Il y a 2 détenus dans une cellule conçue pour une personne et pas plus grande qu'une salle de bain. The size of an average household washroom. Ils urinent et défèquent devant l'autre. Ils sont forcés de vivre ensemble. During the day where people are forced to live with each other. C'est une situation inimaginable pour la plupart d'entre nous. Je ne peux même pas m'imaginer avec ma fiancée dans une pièce aussi petite, pendant autant de temps et dans des conditions aussi humiliantes. Penser que ces gens en ressortent changés pour le mieux est complètement ridicule. Pour le ministre de la Sécurité publique, Vic Taze, la double occupation ne pose aucun problème. I make no apologies for double occupancy. It's an appropriate utilization of space. Mais pour l'ombudsman des pénitenciers fédéraux, Howard Sippers, plus le nombre de détenus est élevé, plus le climat dans les prisons devient tendu, explosif et violent. As I said, increasing use of force, increasing the use of pepper spray, increasing inmate assaults.
Depuis 4 ans, les agressions entre détenus ont augmenté de 33 %, celles contre les gardiens de 15 %. De plus, il qualifie de superficielles les évaluations faites avant de jumeler 2 détenus, ce qui peut s'avérer dramatique. En novembre 2010, en Colombie-Britannique, Jeremy Phillips, incarcéré pour voie de fait, a été forcé de partager sa cellule avec Michael Wayne McGray, un tueur en série notoire. Terrorisé, il a supplié en vain ses gardiens de le déplacer. Il a été retrouvé mort, étranglé. Cette tragédie n'est pas unique. Les risques augmentent à mesure qu'on remplit les prisons. Et remplir les prisons, c'est ce que veut le gouvernement conservateur. This is what I want to focus on today. The urgent need to crack down on crime in our cities and communities and to restore safety to our streets. Depuis 2006, le gouvernement conservateur martèle le besoin de rendre le Canada plus sécuritaire. Nous allons continuer de bâtir une société libre et démocratique où tous les Canadiens et Canadiennes peuvent se sentir en sécurité. Même si le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas depuis 1972, la loi sur la sécurité des rues et des communautés est adoptée en mars 2012. Si on croit les données de Statistique Canada, et de toute évidence, certains n'y croient pas, 90% des Canadiens se sentent en sécurité. Alors pourquoi cette loi? C'est de la politique, c'est tout. Si on examine les campagnes de répression menées par l'État par le passé, on sait qu'il suffit de définir un groupe ennemi, d'établir des politiques pour l'exclure, afin de créer un semblant de cohésion sociale. C'est une politique de la peur, pour détourner notre attention. Avec sa réforme du Code criminel, le gouvernement veut incarcérer plus de délinquants, leur donner des peines plus longues et rendre l'accès aux libérations conditionnelles plus difficile. Tous les sociologues, criminologues et avocats s'entendent pour dire que rien ne justifie cette loi. Ils ont tenté d'influencer l'agenda politique avec des études qui le prouvent. Mais c'est comme aller à la guerre armé d'un stylo. Et forcément, le stylo a perdu la guerre. Avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, près de 4000 personnes de plus se retrouveront derrière les barreaux. Si la majorité des Canadiens restent indifférents aux conditions de vie des détenus, ils risquent de l'être moins quand ils verront la facture. 4,2 milliards au fédéral, 5,3 milliards pour les provinces pour héberger ces nouveaux détenus. Dans un communiqué interne, le ministère de la Sécurité publique estime qu'il pourrait manquer jusqu'à 1884 places d'ici 7 ans. La solution trouvée, construire des prisons. Actuellement, il y a 4 grands projets là, de remplacement d'établissements de détention. Il y a l'établissement de détention d'Amos, de Roberval, de Sept-Îles et de Sorel. Ces 4 prisons coûteront 750 millions de dollars et vont créer seulement 368 places supplémentaires. Faites le calcul, c'est 2 millions de dollars par lit. Au fédéral, on veut agrandir 36 pénitenciers à travers le pays, ce qui ajoutera 2700 places. Ce ne sera pas assez pour contenir le flot de détenus. La fin de la double occupation n'est pas pour bientôt. Access to the meager programs that are available inside prisons already, right? That though when you crowd more people... Si on remplit les prisons davantage, les détenus auront moins accès aux quelques programmes de réhabilitation qui existent encore. Prison staff are spending more time trying to manage crowds and manage populations than doing anything. Les agents correctionnels ne feront que gérer le trafic. Dans le contexte où il y a de plus en plus de double occupation, le mandat de nos prisons ne sera plus que d'assurer l'ordre et la sécurité. Institution that's more concerned with security and order, and those objectives will always trump any other purpose we try to assign to the prison.
Le Service correctionnel du Québec soutient que le flot de nouveaux détenus ne changera rien à sa mission de réhabilitation. Nous, on veut maintenir notre objectif d'offrir des programmes de services et activités, de permettre aux personnes contrevenantes, quand ils viennent en établissement de détention, de réfléchir à ce qui les a amenés en établissement de détention, aux problématiques qu'ils vivent, puis les aider à se préparer, dans le fond, à une réinsertion sociale. Puis c'est vraiment l'orientation des services correctionnels du Québec. Là. Moi, je vous dis que la réhabilitation, il s'en fait pas ou très peu. Ça se résume à une conversation ponctuelle qu'on va avoir avec un incarcéré. C'est pas mal l'essence de la réhabilitation qu'on va faire, je vous le dis. Qu'il y ait ou pas de la réhabilitation, il reste que nous allons enfermer plus de gens, plus longtemps, dans des conditions qui portent atteinte à leur dignité. I'm not saying that certain people might not come out. Oui, certains détenus sortent de prison transformés. Mais de quel changement parle-t-on? Est-ce un changement positif ou un trauma qui les marquera à vie? They're not able to escape. Quand ils ressortiront, nos rues et nos communautés seront-elles plus en sécurité? Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. La semaine prochaine à Enquête, SNC-Lavalin dans la tourmente. Fonds secrets, relations douteuses avec les dictateurs Kadhafi et Ben Ali, corruption à coups de millions. SNC-Lavalin et ses plans et délits. Criminalité économique complexe, blanchiment, corruption, escroquerie internationale. Vous saviez que il y avait de l'argent qui était versé à Sadi Kadhafi, M. Lamar? Non. Vous saviez pas ça? Non. Elle n'avait pas accepté. Est-ce que la haute direction savait ce qu'il faisait? Je ne sais pas exactement s'ils avaient, mais ils auraient dû savoir. Ils avaient toute l'information à leur disposition. C'était suite à la perquisition du palais de l'ex-président de Qatar qu'on a trouvé un document. Un document officiel, portant la signature du gendre. Portant la signature même du responsable de SNC-Lavalin. Je suis sensible, je suis dans les top 10. On fait tous la même pratique parce que c'est la seule façon d'avoir des contrats. Mais peut-être qu'il y a eu une exagération. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.